Robin attend une réponse à Bonjour, on a déjà commencé à discuter sur le live Twitch, le Légistream. La chaîne Twitch de la chaîne parlementaire. Bonjour Hanan Mansouri. Bonjour. Bonjour Hugo Couturier, Bonjour. aka Hugo au perchoir. Ouais. Aka la courte nuit. Mais bien sûr, et bonjour Sacha Beckerman, bonjour. Bonjour Valérie. Ça va bien? Pas beaucoup dormi, mais ça va. J'imagine, on a beaucoup parlé des États-Unis, on va en parler évidemment avec vous aussi. Je vais d'abord commencer par vous présenter. Vous êtes donc député UDR. C'est ça. Alors UDR pour Union des droites pour la République. Tout à fait. Voilà, avec une petite référence, on y reviendra un peu plus tard. De la 8e circonscription de l'Isère. Mais surtout, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous êtes la Benjamine de l'Assemblée nationale. Vous êtes la plus jeune élue de cet hémicycle. Vous êtes né en 2000 et ça fout un coup de vieux. Je suis encore Valérie. Je suis 98, je suis dans le désert. Ça va. Laissez-moi. Bon, passons sur cette histoire, merci. Et puis surtout, vous êtes une des rares élus à avoir soutenu Trump. Bon, là, il est élu 47e président des États-Unis. J'imagine que vous lui dites bravo. Bah oui, Et c'est quoi félicitations. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Sa coupe de cheveux, ses Le lois, bronzage. ou ses lois anti-avortement? C'est cliché. Non, sur la personnalité en tant que telle, c'est vrai qu'il y a un côté qui me plaît bien dans son franc-parler. Très honnêtement, de dire les choses très clairement. Je crois qu'Éric Ciotti fait exactement la même chose. Il brise Alors, sans les les codes. cheveux, du coup. Genre que les immigrés mangent des chats et des chiens, c'est du franc-parler? Non, mais sur d'autres sujets, notamment sur l'aspect tout patriotique, typiquement, il parle très franchement et on voit que ça plaît au vu des résultats. Donc évidemment, je le félicite. Je crois que ça va être un très bon président. Il l'a déjà prouvé une fois et les Américains ont décidé de lui refaire confiance Ça s'est mal terminé pour son quand même, pays. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Pour une regardez, fois, vous avez le rapport de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole. Si vous n'avez pas lu, vous pourrez apprendre des choses. Bon, c'est encore en cours pour ce sujet-là, en tout cas. Mais en tout cas, là, ce qui est indéniable, c'est que quand même, les Américains lui ont fait confiance. Il a le vote populaire, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps aux États-Unis. Depuis 20 Donc, ans. on n'est pas juste sur la base des grands électeurs. pas Il y a que les aussi, grands électeurs, bien sûr. le vote populaire qui lui ont fait confiance. Et je trouve que ça, c'est très positif. C'est à l'image un peu aussi, ça me fait penser aux élections législatives. Forcément, je vais faire un parallèle un peu avec la France, où l'UDR, avec le Rassemblement national, on a fait le plus grand nombre de voix en termes de citoyens, des citoyens français. Ouais. Et malheureusement, on n'a quand même pas gagné les élections d'un point de vue numérique à l'Assemblée nationale, ce qui pose un certain questionnement aussi sur la représentativité. Et là, en l'espèce, aux États-Unis, ça a été respecté et grand bien lui fasse, tant mieux pour lui. Je suis évidemment satisfaite pour les Américains, si c'est leur choix. Le peuple vote, le peuple gagne. Sauf en 2016. Si on est purement pragmatique, si on suit le programme de Trump, c'est un programme qui est ultra protectionniste. L'UDR se définit comme un parti qui est ultra libéral. Pourquoi? Qu'est-ce que vous retrouvez? En quoi vous vous retrouvez en Donald Trump sur le plan économique, politique? Dites-nous, est-ce qu'il y a une mesure phare, par exemple, de Donald Trump, à part évidemment virer les immigrés, qui vous plaît? C'est quand même un peu. C'est pas caricatural, c'est la vérité pour le coup. C'est une connotation qui est négative. Effectivement. Ou le muslim ban, dans le positionnement, notamment si on veut réagir là-dessus, on voit que le vote communautaire, en tout cas de ce qu'on appelle les minorités aux États-Unis, pareil, il a augmenté. Les Latinos 60%. Voilà. Pareil, on a les musulmans du Michigan qui ont appelé à voter Donald Trump. Et justement, il y a une prise de conscience, et c'est là aussi où ils sont en avance par rapport à la France, il y a une prise de conscience sur le fait que le patriotisme, il ne relève pas simplement d'une identité minoritaire. Oui, mais le patriotisme américain, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, Européens. Non, mais c'est pour ça que... Voilà, on peut revenir sur le programme économique de Trump qui nous fout un peu dans la merde quand même. Moi, je dis ça, grand bien leur face pour leur État. C'est le peuple américain qui a choisi de désigner ce président de la République-là parce qu'il considère qu'il défend les intérêts des Américains. Et je crois que dans son discours, c'est le cas. Maintenant, oui, effectivement, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les intérêts de la France. Et je ne considère pas que ce soit Donald Trump qui les mettra à mal. Vous êtes... très peu nombreux parmi les députés de l'hémicycle, dans les 60-77, je pense que, je sais pas, on peut les compter peut-être sur les doigts d'une main, à soutenir Trump, à l'avoir soutenu avant, à se féliciter de son... On rappelle que l'UDR, il y a eu le représentant des Républicains en France qui a été candidat Exactement. Et qui a perdu. Exactement. Comment vous l'expliquez ?
Écoutez, je sais pas, je pense que c'est vraiment la philosophie globale qui nous rapproche. Le fait de défendre son pays à tout prix, c'est un sujet qui nous parle à l'UDR. Donc nous, on n'a aucun souci là-dessus et on le dit avec honnêteté. J'enchaîne juste et après je vous laisse la parole, mais juste, non mais parce que du coup je reviens sur, je l'ai fait un petit peu en boutade d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est des caricatures, etc. Mais moi, je crois pas que ce soit, notamment sur l'avortement, sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Ça, par exemple, c'est quelque chose que vous soutenez, vous dites c'est super. Ou alors vous hiérarchisez la priorité de vos idéologies politiques, en fait. Absolument. Donc les femmes après l'immigration. Non, c'est pas ça le sujet. Je les mets pas en concurrence pour le coup. Pour moi, la priorité, c'est les thématiques qui reviennent chez les Français et aussi qui sont d'ailleurs partagées avec les Américains. C'est les problématiques de base du quotidien. C'est vraiment le pouvoir d'achat, la sécurité. Et ça, c'est vraiment les deux causes principales qui sont aujourd'hui défendées par les citoyens américains et donc, du coup, sur et français. Le droit des femmes à disposer sur le droit de leur des corps. femmes, ce qui est important à dire aussi, et ça a été instrumentalisé quand il y a eu le débat en France sur l'avortement dans la Constitution, c'est pas du tout le même système juridique qu'en France. En France, le droit à l'avortement, il est absolument pas remis en question. Il n'a pas été question de le... Non. Il n'a pas été question de le retirer. Marine Le Pen qui parlait d'IVG... non, Louis Alliot, pardon, qui parlait d'IVG de confort. Il y a des mouvements d'extrême droite. Mais est-ce que factuellement, quelqu'un a essayé, d'un point de vue juridique, de le retirer en France? C'est pas parce que c'est pas encore arrivé que ça peut pas arriver. C'est pour ça d'ailleurs que la constitutionnalisation de l'IVG permet un minimum de protéger. Elle était déjà protégée. Oui, mais sauf qu'on rappelle que pour déconstruire quelque chose dans la Constitution, c'est la majorité des 3/5, alors qu'une simple loi, donc c'est quand même une protection supplémentaire. Il faut quand même une majorité législative et très honnêtement, c'est pas un sujet, même à droite, qui est prioritaire. En tout cas, il n'y a pas eu de proposition de loi anti-IVG avant ça. C'était pas du tout dans le programme ni de Marine Le Pen, ni des Républicains quand Éric Ciotti était président, et c'est pas non plus dans le programme de l'UDR. Pour moi, c'est pas un sujet phare. Hein. Je reprends une question là, du coup du chat, parce que c'est l'idée évidemment. Ouais. Donc tous les viewers là participent et vous posent plein de questions. Je reprends celle de Maskilili qui dit « Comment vous vivez à titre personnel les déclarations anti-femmes et les outrances de Trump ? Vous êtes d'accord avec le comportement de Trump vis-à-vis des femmes ?» Honnêtement, je vous dis, ça fait partie du personnage. Donald Trump, il est connu pour avoir des propos choquants. C'est pas que ça me dérange ou que ça me dérange pas, c'est que déjà, c'est pas mon président de la République, donc ça n'a pas d'impact direct sur moi. Évidemment qu'il y a certains propos qui sont toute une société. Oui, mais comme le dit très bien Valérie, on parle de Trumpisation des esprits. On l'a vu avec votre chef, Éric Ciotti, sur le plateau de C'est à vous, où il est... Non, vous dites quelque chose de factuel, mais c'est pas vrai. Ça s'appelle l'ère de la post-vérité. Non, mais est-ce que vous comprenez que ça peut être quand même inquiétant qu'on entre dans cette... Et on le voit en interview, je pense que nous, on fait des interviews, on le voit, on dit des choses factuelles, on nous dit non, c'est pas vrai, alors que on a les textes et tout ça, on nous dit non, c'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez qu'on vient complètement timbré en fait? Oui, alors je veux bien partager votre constat dans une moindre mesure, dans le sens où oui, effectivement, il a un franc-parler qui peut-être parfois dépasse certaines limites, ou en tout cas, je pense que lui aussi en joue. On parle de Trump, là, on parle pas d'Éric Ciotti. Arrêtez de dire franc-parler, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a des ingérences étrangères qui sont acceptées par Donald Trump. C'est pas que du franc-parler. Il a une façon de parler. Franc-parler. Non, mais c'est Donald Trump dans le sens où c'est vraiment c'est à l'américaine, quoi. C'est dans le showbiz, dans l'élément de langage un peu touchy. Quand on le voit aussi, même pendant sa campagne, vous pourrez me dire c'est quand même fou qu'un candidat à la présidentielle du jour au lendemain aille au McDonald's. Mais voilà, c'est une histoire d'image, une histoire de communication finalement en fait. Donc est-ce que c'est ce qu'essaye de faire Éric Ciotti? Parce qu'on va dire Éric Ciotti, bon, de tous les articles qu'on lit sur pourquoi Éric Ciotti a créé l'UDR, c'est juste parce qu'il pense à la mairie de Nice en 2026. En soi, l'UDR a peu d'avenir après 2026, il faut se dire la vérité. C'est sympa quand même pour nos électeurs, vous leur direz ça. Non, je crois qu'on a une vraie offre, une vraie proposition. Éric Ciotti, il a pris un risque en fait en quittant les Républicains, qui était une famille politique dans laquelle il ne se retrouvait pas du tout, qui est d'ailleurs toujours sous plusieurs chapelles. Aujourd'hui, on ne sait plus s'ils sont au gouvernement, s'ils sont contre le gouvernement. Il a pris en otage le bureau, il a essayé de garder les votes. Donc il était quand même un peu attaché aux Républicains. On va dire que c'était pas très correct. La base militante suivait, donc encore une fois, si on écoutait vraiment les militants, peu importe ce qu'en disent les médias. Est-ce que ce serait ça, Éric Ciotti Premier ministre ou Éric Ciotti président, c'est-à-dire de trahir ses collègues?
Mais trahir ses collègues. J'ai interviewé plusieurs députés LR qui ont trahi leurs idées. Non, est-ce qu'ils vous le disent qu'ils ont trahi leurs idées? C'est pas le sujet. On peut trahir des idées si on veut, mais c'est pas le sujet. Bon, en politique, à droite, trahir les idées, il y en a déjà eu souvent, et à gauche aussi. Ah bah non, largement pas. Enfin, moi, je préfère être complètement honnête avec ce que je défends depuis des années, quitte à perdre ce qu'on appelle des amis en politique, même si visiblement ça c'est pas trop le cas, plutôt que de trahir mes idées juste pour avoir des postes dans des gouvernements et ensuite se trouver dans la situation. Qu'Éric Ciotti a trahi pour avoir un poste du RN. Non, mais il a quel poste actuellement? Il a construit sa structure, qui travaille en collaboration avec le RN. Factuellement, si on regarde Éric Ciotti, il avait tout à perdre là-dedans. Il se retrouve avec un groupe de 16 députés qui est minime parce qu'on a été quand même victime aussi des élections législatives, c'est indéniable. Mais il a vraiment pris son courage à deux mains pour s'en sortir et pour défendre véritablement ses idées. Et alors, ça, c'est tout à son honneur quand même. Moi, du coup, je ne comprends pas très bien la différence. Entre UDR et RN, donc un côté très libéral, Marine Le Pen qui va être beaucoup plus protectionniste, souverainiste, mais finalement vous rejoignez quand même, puis Éric Ciotti s'est un peu lancé dans les amis du RN, voilà, il y avait une espèce de porosité qui était très assumée. Je comprends pas en fait. Non mais si vous pouvez m'expliquer. C'est une alliance de gouvernement en tout cas pour les législatives, l'objectif c'est d'avoir un projet de gouvernement qui soit qui soit en coordination sur le fond des idées, sur la base en tout cas. On a un socle commun qui est patriote, qu'on partage à 100% face à l'urgence de notre pays, face à l'urgence et au risque aussi de faire gagner la gauche ou l'extrême gauche et de les avoir au pouvoir. Donc c'était une alliance de circonstances à ce moment-là. Et là, on essaye justement de faire perdurer cette alliance-là, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on a une base d'idées qui sont les mêmes et qui sont essentielles, qui parlent aux Français, comme je disais tout à l'heure, sur le pouvoir d'achat notamment et la sécurité. On a effectivement par exemple, des points. On a des points de divergence, justement, j'y viens. On a des points de divergence, notamment sur ce point-là, sur le côté libéral, sur certains points sociaux, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, en fait. C'est juste savoir mettre de l'eau dans son vin sur certaines thématiques pour pouvoir avancer ensemble. Et l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple, qui s'est pas faite. Non, mais vous l'avez pas voté. Non, mais ça faisait partie de l'accord et ça s'est fait en totale discussion entre Marine Le Pen et Éric Ciotti. Ça, c'était un accord de base. Nous, on défend pas ça. Eux l'ont défendu avec courage parce que ça fait partie de leurs convictions. Et sur les retraites, je crois que le procès, il faut pas le faire à l'UDR, mais il faudrait plutôt le faire à la gauche. Et justement, mais bien sûr, la gauche d'avoir refusé de voter l'abrogation de la réforme des retraites du Rassemblement national, alors que vous l'avez pas voté. Parce que l'UDR, nous, on considère, on partage le même constat qu'eux. On considère que la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, elle est incorrecte, elle est mauvaise pour les Français parce qu'elle est incomplète. Mais par contre, sur la façon de l'appliquer, on n'est pas en phase. Voilà, très honnêtement, ça c'est un sujet qu'on a déjà discuté. Par contre, la gauche partage le même constat que le Rassemblement national. Ils vont le proposer la semaine prochaine en niche LFI d'abroger la réforme des retraites. Et le seul argument qui a été donné, même Sandrine Rousseau typiquement l'a dit très honnêtement, la raison pour laquelle je vote pas ça alors qu'elle est d'accord, c'est parce que c'est le Rassemblement national qui le propose. Donc oui, le procès c'est à la gauche. J'ai une petite question du chat qui dit comment on peut passer de présidente des jeunes avec Barnier à opposante à M. Barnier? C'est ça, il faut l'expliquer. Vous avez travaillé, vous avez été très proche de vous avez fait un détour par Retailleau aussi, et les deux sont devenus Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Vous n'avez pas loupé le coche un peu Non, ça va. Je crois que au gouvernement. Honnêtement, à 23 ans, je crois que je m'en sors plutôt bien et je suis très contente parce que je reste fidèle à mes valeurs. Moi, j'ai défendu Michel Barnier, justement, je vais y venir. J'ai défendu un Michel Barnier pendant la primaire pour les présidentielles, donc chez les Républicains, qui avait un programme qui était ferme, notamment sur l'immigration. Il avait des propos qui étaient très forts. Il proposait même carrément un moratoire sur l'immigration, qui était, moi, une mesure qui me plaisait bien parce qu'elle elle correspondait aussi à une problématique française qui était importante. Maintenant, il est dans un gouvernement qui est complètement bloqué, un gouvernement qui est en fait macroniste. Quand on voit Bruno Retailleau qui a des propos très fermes, et bien sûr, lui aussi, je l'ai soutenu d'ailleurs pour la présidence du parti. Il avait des propos à l'époque qui sont les mêmes qu'aujourd'hui, très fermes sur l'immigration, mais malheureusement, il ne peut pas les appliquer vu la composition actuelle du gouvernement. Donc, c'est très bien d'avoir des propos qui soient fermes, dans l'air du temps, qui plaisent, mais par contre, si on est élu et si on est dans un gouvernement, c'est aussi pour appliquer les choses et à un moment changer la donne pour les Français. C'est ce qu'on a. Le problème, c'est la dissolution dans la Macronie avec le ministre de la Justice, François Bayrou. Ah oui, dans le cas, c'est ça. Pour Retailleau. Bien sûr. Ok.
Et il y a une question pour vous dans le chat de Alexis, qui dit du protectionnisme, c'est protéger le peuple. Comment peut-on être protectionniste et libéral? Est-ce totalement antinomique? Non, je pense pas. Je pense que nous, on est libéraux d'un point de vue français. L'objectif, c'est simplement la préférence nationale, de permettre à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont des volontés entrepreneuriales, et notamment les jeunes aussi, qui sont beaucoup à vouloir se lancer dans le monde de l'entreprise, d'avoir suffisamment de liberté et d'accompagnement de l'État, ou à minima, en tout cas, de ne pas être submergés par des normes, par des taxes, de pouvoir se lancer et de pouvoir vivre dignement de leur travail. Donc non, là, pour moi, les deux sont complémentaires. Au contraire, il faut juste un... Et vous, comment vous vous définiriez politiquement? Parce qu'on parle de l'UDR comme un mouvement ultra-libéral. On le voit dans les députés qui vous composent, il y a des députés qui sont extrêmement libérales. Vous, à titre personnel, comment vous vous définiriez? Je pense que je suis libérale aussi. C'est quoi libéral? J'ai une fibre plutôt sociale. Ça vient dans ce que je viens de dire. L'objectif, c'est vraiment de... Je suis pour la valeur travail, en fait, tout simplement. Pour la valeur travail, pour que le travail paye, pour qu'on ne soit pas dans une société d'assistanat. Voilà, donc c'est ça à peu près. C'est quoi l'assistanat? L'assistanat, c'est notamment que, je ne sais pas, les aides sociales payent plus. Aujourd'hui, on a des situations où être au chômage, c'est beaucoup plus rentable, par exemple, que de lancer son entreprise. Pour un jeune, c'est beaucoup plus rentable. Je parle à titre personnel, c'est grâce au chômage que je suis qui je suis aujourd'hui actuellement professionnellement parlant. Il y a des cas, mais pour moi, ça ne doit pas être la norme, ça doit être l'exception, ça doit être un outil à un moment. C'est pour ça que je ne me considère pas ultra-libérale, parce que je sais qu'il y a des aléas dans la vie aussi qui font que... Et ça, j'en suis bien consciente. Et heureusement... Culpabilisant, quand même. Comment vous voulez aller chercher les classes populaires et tout, mais c'est un discours ultra culpabilisant que vous tenez là. Non, parce que je considère qu'il y a des aléas de la vie qui sont compliqués à voir. Et l'État, au contraire, je suis patriote et je suis pour la fraternité. Donc, je considère que la solidarité nationale, elle doit se faire à un moment donné. C'est pour ça qu'on cotise et c'est pour ça que je suis absolument pas contre l'impôt, mais je veux juste que l'impôt soit juste, qui permette à ceux qui ont des problèmes de santé de pouvoir à un moment être aidés, qui ont des problèmes aussi professionnels de pouvoir être aidés, mais l'objectif c'est de pouvoir aussi réinsérer les gens et de leur donner des outils. Ça réagit pas mal dans le chat, il y a des gens qui disent mais elle est sérieuse là, elle connaît des chômeurs sérieux, il y en a qui disent les cotisations, enfin le chômage c'est des cotisations, donc c'est un droit qu'on gagne. Est-ce que c'est vrai que vous pouvez... c'est une discussion qu'on a souvent eue en live. C'est vrai que quand on entend certains discours, notamment de la droite libérale sur le chômage, les allocations, etc., certains se sentent un peu comme de la merde. C'est-à-dire, moi je vous le dis à titre... Ah non, mais je vous le dis, moi quand j'étais au chômage et que j'entendais ce que Laurent Wauquiez ou Éric Ciotti pouvaient dire, parce que moi j'ai envoyé des CV, je suis allé dans des dizaines de magasins, on m'a jamais répondu. Et quand j'allume la télé, j'entends Éric Ciotti ou Laurent Wauquiez dire qu'on est des grosses feignasses payées à rien foutre. Non, c'est pas logique. Croyez-moi, c'est pas mes propos, en tout cas. Je vous le dis, mais oui, mais je sais pas si vous avez entendu ça, mais la politique, c'est aussi comment on le réceptionne. Et avec beaucoup de gens dans le chat, je vois l'idée. C'est peu plaisant. Non, je vois l'idée, mais c'est pas ça que je veux dire, absolument pas. Encore une fois, pour moi, les aides sociales, elles sont là vraiment d'un point de vue solidarité nationale. C'est normal qu'elles existent. Je suis absolument pas contre ça. Mais maintenant, l'objectif, c'est vraiment que les gens qui peuvent travailler, qui ont envie de travailler dans un métier, enfin ça c'est vraiment l'idéal de l'idéal, en plus dans un secteur qui leur plaise, puissent travailler convenablement par rapport à des allocations familiales ou par exemple aussi des logements sociaux. Mais pourquoi du coup dans ce cas-là taper les chômeurs, parce que c'est toutes les réformes chômage c'est pour taper les chômeurs, et pas accompagner ou même forcer les entreprises, par exemple, à répondre au CV. Parce que c'est vrai, quand on envoie des centaines de CV et qu'on n'a pas une seule réponse, et que la seule réponse qu'on reçoit, c'est si dans 4 mois, vous n'avez pas de réponse, votre profil ne nous intéresse pas. Non, mais alors... compliqué, quoi. Pour le coup, moi, je ne suis pas pour, encore une fois, non plus imposer quoi que ce soit aux entreprises de ce point de vue-là. Vous avez déjà été au chômage ou pas? Non, jamais. Vous avez déjà distribué des CV? Plein de fois, oui. J'ai commencé très tôt à bosser. J'ai bossé à 16 ans au McDo. Après, j'ai fait caissière, serveuse. Donc oui, je sais ce que c'est de déposer plein de CV et d'avoir un jour une réponse. Ça... Vous inquiétez pas là-dessus. Mais oui, non, les entreprises, la vérité, c'est que aussi, elles sont déjà surchargées par les normes, par l'administration. C'est le cas de tous les Français, mais les entreprises aussi. Et maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir libérer les entreprises de ce point de vue-là aussi sur les charges. Aussi, quand on embauche quelqu'un, il y a
là, d'ailleurs, on le voit pendant le budget, on va peut-être en parler tout à l'heure. J'attendais que vous finissiez tranquillement. Voilà. On voulait vous amener vers le budget. Vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai rien contre le fait de payer des impôts, donc je l'ai gardé en tête cette phrase en disant que ça me fera le lien. Mais je vous laisse non, mais tout ça pour dire, c'est que les entreprises aussi sont surchargées de normes et de taxes, et l'objectif, c'est d'aussi les libérer pour pouvoir créer de l'emploi, parce que c'est elles qui créent de l'emploi, et d'avoir la capacité d'embaucher plus rapidement, plus facilement de la main-d'œuvre, et de permettre aux gens de travailler s'ils peuvent et ont envie de travailler dans un secteur. Est-ce que le problème, c'est qu'on n'a pas plus de chômeurs que d'emplois disponibles? Parce que dans les faits, si tous les emplois disponibles sont pourvus, il y aura toujours des gens qui sont chômeurs et on ne peut pas créer de l'emploi qui n'existe pas. Comment ça, faut pas traverser la rue? J'ai essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, oui. Donc, bon, tout ça nous amène un peu sur le budget. Alors, déjà, budget de manière générale, et puis après, on ira peut-être aussi sur le PLFSS, qui vous intéresse peut-être plus particulièrement. Mais là, ce budget, on va droit dans le mur. Comment ça se passe? Il y aura de toute façon un 49.3. Oui. Alors moi, je pense qu'il y aura 49.3 quand on voit la lenteur des débats, notamment sur le PLFSS, c'est quasiment fait. Mais du coup, sur le budget, pour moi, c'est catastrophique. On a une hausse de 60 milliards d'impôts. En fait, on a un gouvernement pour les plus riches, enfin a priori, donc la copie qui a été... Pas particulièrement. Il y a un impact qui est fait à la fois sur les gros salaires, sur les gros revenus. Pas que, il y a aussi les retraités. Les retraités, c'est un impact qui est énorme. Quand on enlève la désindexation pour l'année prochaine, c'est complètement injuste. C'est l'article 23. Il y a beaucoup de retraités qui gagnent 2 à 4 fois plus que ce qu'ils ont cotisé pendant toute leur vie. Philosophiquement, c'est complètement injuste. Non, mais c'est pas aux Français de payer pour l'État qui a mal utilisé l'argent quand même. Enfin, pour moi, je ne sais pas, vous, quand vous voyez que vous n'arrivez plus à payer telle ou telle chose à la fin du mois, vous vous dites pas, je vais aller chercher de l'argent chez le voisin. Non, vous vous dites, je vais réduire mes dépenses. Et là, l'État a réfléchi à l'envers. Au lieu de vouloir réduire ses dépenses, les dépenses qui concernent l'État, le fonctionnement de l'État, et certainement pas les Français, ils se sont dit, on va essayer de trouver des recettes. Le fonctionnement de l'État? Le fonctionnement de l'État, c'est les profs, par exemple? C'est les 4 postes de profs? Non, mais il y a d'autres sujets. Sur le PLFSS, il y a l'AME, par exemple. L'AME, c'est 1,3 milliard chaque année. Donc ça, c'est déjà quand même un sujet sur lequel il faut réfléchir. Il y a d'autres éléments. Vous disiez que vous étiez un peu humaniste et social tout à l'heure. Quand même, le retrait de l'AME, c'est quand même une mesure qui est ultra violente. Quand on est un pays humaniste, quand on est le pays des Lumières, on a le droit d'aider les gens qui viennent chez nous quand même. Oui, quand ils viennent. Mais avant de vouloir aider les gens qui viennent chez nous, on pourrait déjà aider les gens qui sont sur notre territoire. On en parlait déjà tout à l'heure. C'est sur les gens quand on va aux urgences. Voyez-moi, je suis diabétique. Vous parliez d'assister tout à l'heure et là, vous dites qu'on n'aide pas assez les gens. Oui, il y a des gens qu'on n'aide pas suffisamment. Il y a plein de dysfonctionnements aussi en France qui devraient être réglés d'abord avant. Le budget de l'État, ça fait partie aussi d'un sujet qui est important. Je crois qu'on doit d'abord s'occuper d'avoir une bonne gestion de l'État qui concerne notre compétitivité à l'étranger aussi, après, l'image de la France, avant de vouloir aider les gens de l'extérieur. Oui, mais il y a un impact de santé, parce que il y a l'argument notamment à droite. Non, mais sur par exemple les oreilles décollées, etc. Mais sauf que les chiffres ont été démontrés, ça doit 5 personnes qui ont été. Alors, on peut revenir là-dessus, mais c'est-à-dire que justifier la suppression de l'AME pour 5 pélos qui se sont fait recoller les oreilles... Je justifie pas ça pour 5 pélos qui se sont fait recoller les oreilles. Non, mais c'est dans les arguments qu'on entend, vous le savez bien. Et il y a eu, je crois, un rapport, j'ai plus le nom des députés, peut-être que tu les as, Valérie, qui avait fait un rapport sur l'AME, des députés de droite, qui disaient que, en soi... elle pouvait rester telle qu'elle, qu'ils étaient plutôt contre la suppression de l'AME et la transformation en AMU. En tout cas, moi, je suis plutôt favorable. Peut-être pas à la suppression, mais en tout cas à la transformation de l'AME en AMU, avec des droits qui sont un peu plus restreints qu'en l'état actuel des choses. Et budgétairement parlant... C'est pas du tout un gros mot. Oui, budgétairement parlant, transformer l'AME à l'AMU, on économiserait combien ? On peut économiser au moins la moitié juste en la transformant en AMU. Donc là, elle est actuellement, l'AME, c'est 1,3 milliard. Donc 700 millions d'euros à peu près. C'était le rapport de Claude. C'est une économie quand même. C'est une économie qui permettrait, par exemple, de ne pas demander aux retraités de payer ce coût-là, notamment. Vous parliez tout à l'heure du coup du fait d'assumer la préférence nationale. Indépendamment de l'AME, ça se caractérise comment pour vous ?
Ça se caractérise sur l'entreprise, par exemple, sur nos industries. Retour au protectionnisme, du coup, pareil ou pas? Pas retour forcément au protectionnisme, mais en tout cas, permettre à nos entreprises françaises d'être compétitives à l'étranger, ne pas les surcharger de normes, par exemple, alors que nous, on importe des produits étrangers. Je ne vous parle même pas des agriculteurs, qui est encore un autre sujet, mais par exemple, sur le textile, on a perdu tout le savoir-faire français sur le textile parce qu'on a décidé de mettre des normes qui sont parfois, et même pour la plupart sur le textile, écologiques, alors qu'on importe, par exemple de Chine et qu'on a un développement de la fast fashion en France. Donc, c'est pas, on va appeler ça protectionnisme, on sort de l'UE, mais on fait quoi? non, on remet en place la souveraineté nationale. On n'a pas besoin de sortir de l'UE pour ça. Et justement, quand vous voyez que, là, c'est un chiffre que j'ai vu passer, 22%, je ne sais pas si vous avez cette statistique, mais 22% des colis distribués en France actuellement par la Poste, ce sont des colis de Chine et l'entreprise Chine et de Temu. Okay. 22%, c'est des produits issus du dropshipping, il faut dire les termes. Bien sûr. Comment vous voyez ça, vous? Écoutez, moi, je trouve ça très triste. Parce que c'est triste en même temps quand on a un pouvoir d'achat qui... Mais c'est ça. Non, mais c'est ce que je vais y venir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve ça très triste parce que c'est un savoir-faire, encore une fois, qu'on avait en France, qu'on a perdu, et qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens en France d'être compétitif face à ça. Et effectivement, quelqu'un qui galère déjà dans sa vie, qui a du mal à payer ses factures et qui veut acheter des vêtements à ses enfants, évidemment que c'est pas moi qui vais lui dire « Ah bah non, tu vas acheter chez l'artisan du coin un t-shirt qui va te coûter 70 €, alors que tu peux l'acheter pour 3 € sur Chine. » Et vous consommez, vous, sur Chine? Comment? Vous consommez sur Chine et Temu? Personnellement, non. Non, mais vous essayez de vous y tenir, quoi, en tout cas. Ouais. Oui, bah, du mieux que je peux, pareil. Je suis pas exemplaire. Mieux votre vie. Comment? Vous gagnez mieux votre vie maintenant que Maintenant, oui. ça aide. Maintenant, oui. Mais même quand j'étais plus jeune, je consommais pas je consommais pas forcément sur ces sites-là, mais je consommais des vêtements de mauvaise qualité, on va dire, qui étaient fabriqués aussi à l'étranger, mais comme tout le monde. Alors que les fripés. J'ai une petite question communication, parce que j'aime bien ça. Ouais. Vous avez un point commun avec les Insoumis, et je pense que vous allez... Ça va pas vous plaire. J'ai vu le regard inquiet. Je sais où elle va en venir. Je trouve que vous êtes ce qu'on appelle un peu une députée tweetos. C'est-à-dire que vous aimez beaucoup publier les coups d'éclat, surtout en ce moment pendant toutes les discussions autour du budget et tout, notamment le menteuse à Sandrine Rousseau, tout ça. Vous le disiez tout à l'heure, il y a un fort risque de 49.3 sur ce budget. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au final, que cette théâtralisation permanente de la vie politique sur les réseaux sociaux, finalement, vos électeurs, à un moment, ils vont arrêter de vous suivre, quoi, parce qu'ils vont voir que, peut-être que vous gagnez des trucs pendant les commissions, sur des amendements et tout, mais au final, tout est balayé par un 49.3. Oui, mais moi, ça m'embête, même d'un point de vue démocratique, oui, de devoir expliquer aux personnes qui ont voté pour moi que, j'ai passé 2 semaines à Paris à essayer de défendre des amendements qui ne sont pas passés parce que, même si la gauche était d'accord, elle ne votait pas pour moi, que les centristes et les LR n'étaient pas présents dans l'hémicycle. Oui, effectivement, ça m'embête. Après, maintenant, mais il ne faut pas revoir cette communication sur les réseaux sociaux. Non, parce que moi, je la fais naturellement. Je parle sur Twitter comme je parle dans la vraie vie, et que je pense aussi que c'est générationnel. Je suis comme ça. Je préfère dire honnêtement ce que je pense, même si c'est sur les réseaux, plutôt que de mentir et de me mettre en scène d'une autre façon. En vertu du 47-1, donc budget de la santé qui s'est arrêté hier, parce que voilà, pour les questions de délai, etc., c'est un regret, c'est une frustration? C'est une frustration. C'est une frustration qui est énorme. Évidemment, nous, on avait encore plusieurs amendements à proposer, même concernant les retraites. Comme on voulait proposer le retour d'une dose de capitalisation dans les retraites via un fonds de réserve des retraites qui a été créé en 2011 et qui a arrêté d'être abondé, alors qu'il rapportait une certaine somme. Désolée, j'ai plus le chiffre exact en tête et je ne veux pas dire de bêtises. Un système par capitalisation. Voilà, un système par capitalisation. Et aussi, surtout, et on sait pourquoi ça s'est arrêté, c'est parce qu'on était en train d'arriver aussi à l'article qui annonce la désindexation des retraites pour l'année prochaine. Ouais. Et on ne voulait pas avoir ce débat-là. En tout cas, le gouvernement ne voulait pas avoir ce débat-là. Et s'il y a motion de censure, vous la voterez ou pas? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Vous pourriez voter une motion de censure contre l'ancienne personne que vous avez supportée. Mais bien sûr, parce qu'en fait, je fais de la politique et donc je représente les personnes qui ont voté pour moi. Il n'y a rien de personnel. Michel Barnier, c'est quelqu'un que j'apprécie toujours énormément parce qu'il est très sympathique. Il m'apprécie aussi, je crois. Mais politiquement... J'aime bien le « je crois ». Mais en tout cas, il n'y a aucun souci quand on se voit, on se dit bonjour, on discute 5 minutes. Mais politiquement, on n'est juste plus en phase sur la stratégie et peut-être aussi sur certains points de fond. Mais humainement, tout va bien. Il y a une question dans le chat, c'est quoi le plus dur dans l'Assemblée actuellement? Être la plus jeune ou être d'origine étrangère?
Oula. Être la plus jeune ou d'origine étrangère, eh ben... Parce que vous avez fait un tweet sur le sujet dernièrement. Je disais qu'on vous avait beaucoup ramené à vos origines. Bah ouais, oui, carrément. Enfin, je mets des grosses guillemets, un arabe de service, tout ça. Bien sûr. Bah, ça a été le cas déjà pendant ma campagne, où dès que j'ai annoncé ma candidature, là j'ai vraiment reçu une vague de harcèlement comme j'ai jamais vu de ma vie. Et oui, à l'Assemblée, ça continue parce que la gauche a du mal à comprendre ça. La gauche a du mal à comprendre qu'en fait, je considère C'était des insultes qui venaient que de la gauche ? Sur Twitter, ouais. Ouais, complètement. Et là, à l'Assemblée aussi, quand on me remet encore ce sujet-là dans la tête, ça vient toujours de la gauche. Parce que pour eux, ils se considèrent antiracistes, mais c'est les seuls à me rappeler toutes les 4 secondes que j'ai des origines. Je me demande s'ils ont compris que j'étais française au même titre qu'eux, en fait. Donc oui, c'est un sujet qui revient beaucoup. Après, sur la jeunesse... non, oui, c'est... Je me rappelle, le Benjamin de l'Assemblée a démissionné, on le rappelle. Ouais, c'était Flavien Termier, il a démissionné. Moi, je me souviens d'une séquence au début de la mandature, quand les députés ne voulaient pas vous serrer la main. C'est un peu violent dans l'apprentissage de la vie politique, ça, ou pas ? Évidemment, c'est pas violent, mais je m'y attendais, ouais, parce que vu le niveau du débat politique en ce moment, je m'y attendais. Mais c'est juste... comment dire, c'est une preuve d'irrespect au possible, quoi. Moi, je suis pas d'accord avec eux, mais il n'y a pas de problème. Encore une fois, le strict minimum de la politesse, c'est juste de dire bonjour. Dire bonjour, me serrer la main, ça va pas les faire voter pour moi, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un manque de respect à la fois personnel pour moi, mais à la limite, c'est une question d'ego, on va dire, qu'on peut laisser de côté, mais c'est surtout un manque de respect pour tous les gens qui ont voté pour moi ou pour le Rassemblement national, de leur dire, bon, on ne sert pas la représentante de certaines personnes parce qu'elle est raciste ou je ne sais quelle excuse qu'on pourrait... J'ai une toute dernière question. Et après, on s'arrête là. Vous vouliez toujours au Rassemblement national quand vous parlez. C'est jamais l'UDR tout seul, c'est l'UDR plus le Rassemblement national. Est-ce que l'UDR a une raison d'exister sans le Rassemblement national? Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même des points, vous avez différents. 16 députés, vous êtes à un député. Et on est quand même un groupe et on est quand même représentant d'une certaine partie de Français qui se retrouvent dans nos valeurs, notamment sur l'aspect numérique. Quand vous avez candidaté aux législatives, c'était une alliance UDR. Union d'extrême droite. Union de l'extrême droite. Pour le ministère de l'Intérieur. Pour le ministère de l'Intérieur. C'est un peu grossier, si je puis me permettre. C'est-à-dire, est-ce que sans cette union, l'UDR existe? Avant ça, non. Parce qu'il n'y avait pas... personne avait la volonté de faire cette démarche-là. Et c'est pour ça que l'UDR existe maintenant. Il existe grâce au courage d'Éric Ciotti. Et l'union, vous allez aller la chercher avec Reconquête ou pas? S'ils veulent rejoindre, nous, on est une union de tous les patriotes. Encore une fois, hein, l'objectif, c'est vraiment de faire gagner les patriotes, les Français aux prochaines élections. Donc... c'est plus une question de telle écurie, telle écurie. Nous, on a une structure, on a un groupe de députés qui portent certaines idées à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de faire gagner nos valeurs à un moment donné et sortir de cette logique-là. Je vous dis, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a quitté les Républicains. C'est qu'il n'y avait pas de cap clair, il y avait il faut un cap clair. On va pas refaire l'UDR, là. Vraiment, je ressemble un peu trop à la gauche. Ah, attention, vous allez vous faire virer. C'est clair. On coupera. Non, on est en direct à Anne Mansouri. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci infiniment pour ce partage. Et puis, voilà, faut s'abonner. Et il y a votre ancien collègue qui est streamer qui vous salue, Drakeos, qui vous salue également. Okay. Bon, voilà, merci beaucoup et puis à une prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Anne Mansouri. Merci.